La suite était immense, silencieuse, avec une vue imprenable sur Paris endormi. Où était-ce déjà l'aube? Je ne sais plus. Je me souviens juste du cuir froid sous mes mains, des draps en soie qui s'étaient emmêlés autour de mes jambes, et de cette panique qui montait, glaciale, comme l'eau d'une rivière en hiver. Mes yeux se sont ouverts, et la première chose que j'ai vue, c'est lui, Julien, ici là, immobile, dans un fauteuil ombre près de la fenêtre, comme s'il m'attendait depuis toujours. J'ai sursauté. Oh mon Dieu, Monsieur Wentworth, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas su. Je voulais juste m'allonger 1 minute. J'étais exténué. Je jure que j'allais partir avant. Ma voix a déraillé. Mes mains tremblaient sur les draps. La honte m'a brûlé les joues, mais la peur était plus forte. La peur de perdre ce foutu travail. La peur qu'il découvre tout. La peur de lui. Respirer. C'était un mot doux, une offrande plutôt qu'un ordre. Il n'a pas bougé, son regard était juste là, posé sur moi sans jugement. Mes poumons se sont gonflés, puis se sont vidés dans un hoquet silencieux. Mes yeux faisaient des allers-retours entre lui et la porte, calculant la distance. Mais je n'ai pas bougé. J'étais figé dans son lit, mes cheveux en bataille, agrippant les draps comme si c'était la seule chose qui me rattachait à la terre. « Je sais qui vous êtes, » ai-je murmuré. « Je sais que c'est votre chambre. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. » Mais pourquoi étais-je là, moi? C'était quelques heures plus tôt. La nuit avait été longue, très longue. Pierre était rentré tard, de mauvaise humeur. Il y avait eu des cris. Et puis, ça, ce coup. Pas le premier, ni le dernier. La lèvre fendue. J'avais essayé de camoufler la bosse sur ma mâchoire avec du fond de teint avant mon service de nuit à l'hôtel Wentworth Grand. Le travail était ma seule échappatoire. Mais cette nuit-là, je n'avais plus de force. J'avais terminé mon ménage dans les couloirs de service des Batignolles, bien après minuit. L'hôtel était presque vide. Je cherchais juste un endroit pour me cacher quelques minutes, loin de tout. Quelqu'un m'avait parlé d'un panneau derrière l'escalier Est, qui était censé être scellé, mais dont la serrure était cassée depuis des mois. Il menait à un accès de maintenance discret, derrière la kitchenette du 47e étage, la suite la plus secrète de tout l'hôtel, la plus grande, la plus inaccessible. Je n'avais jamais vu de chambre là-haut. J'ai pensé que personne ne me chercherait là. Je voulais juste m'allonger, juste 1 minute. Puis je me suis endormi sur le lit de M. Wentworth. Quelle stupide idée. J'y vais tout de suite, ai-je dit, me sentant un peu plus ferme. Je range mes affaires et je pars. Vous ne me reverrez plus jamais. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas... Ma voix s'est brisée à nouveau. Je me suis préparé à la colère, aux menaces, au mépris glacial des hommes puissants. Mais il m'a posé une question inattendue, sans chaleur, sans jugement. Comment êtes-vous entré? J'ai cligné des yeux, confuse. Le couloir de service. Derrière l'escalier Est. Le panneau est cassé depuis longtemps. Ça mène à l'accès de maintenance. J'ai dégluti. Je l'ai trouvé par accident il y a quelques semaines. Je ne cherchais pas à... J'avais juste besoin d'un endroit calme où personne ne me trouverait. Il n'a rien dit de l'information, son expression immuable. Mais alors il a ajouté « Allez-vous bien ?» La question flottait entre nous, lourde. « Quoi ?» J'ai réussi à articuler. « Vous avez pleuré pendant plusieurs heures, à en juger par vos yeux. Et la bosse sur votre mâchoire est récente. Elle n'était pas là en début de service. » Il a fait une pause. Alors, je demande, « Allez-vous bien ?» Je l'ai regardé comme s'il parlait une langue étrangère. « Vous m'aviez remarqué avant ce soir? » Je remarque tous ceux qui travaillent dans mon hôtel. C'était de la vérité. Je me doutais bien qu'un homme comme lui ne laissait rien au hasard. Mais le fait qu'il s'intéresse à ça,
au bleu sur mon visage. C'était trop. J'ai levé la main pour toucher la bosse que j'avais si désespérément essayé de cacher. Je vais bien, ai-je dit, même si ma voix tremblait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a soupiré. Juste, son souffle était un son fragile. C'était une longue nuit. Je vois ça, a-t-il dit en se penchant légèrement, les coudes sur les genoux. Avez-vous besoin d'aide? La question est tombée comme une pierre dans l'eau calme, créant des ondes de confusion, de suspicion, et peut-être même une petite lueur d'espoir que j'ai vite étouffée. Aide pourquoi? Pour ce qui vous a fait cette bosse. Pour ce qui vous a fait monter 47 étages par un couloir de service pour dormir dans le lit d'un étranger, parce que vous n'aviez nulle part ailleurs où aller. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Je suis tombé dans l'escalier. J'étais fatigué et je ne faisais pas attention. Marie, mon prénom prononcé doucement, m'a coupé net dans mon mensonge. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois, et quelque chose a vacillé dans mon expression. Pas de la confiance, pas de l'espoir, mais quelque chose de plus petit, de plus fragile, comme la première fissure dans un mur qui retient l'eau depuis des années. Vous n'avez pas besoin de me raconter, a dit Julien, mais vous n'avez pas besoin de mentir non plus. Pas ici. Un long silence. J'ai baissé les yeux sur mes mains, toujours emmêlées dans les draps. Je devrais rentrer à la maison. Le mot maison est sorti comme une pierre. Je me suis forcé à ravaler un sanglot. Il m'a vu me démêler des draps, ramasser mon uniforme, mes mouvements rapides, habituels. J'avais fait ça tant de fois, me recomposer après quelque chose que je ne nommerai jamais. Vous êtes marié? Mes mains se sont figées sur les boutons de ma blouse. Je n'ai pas tourné la tête. J'étais là, dos à lui, ma colonne rigide, mes doigts gelés. Oui, le mot était à peine audible. Votre mari sait où vous êtes? Une longue pause. Non. Ma voix était plus ferme maintenant, plus contrôlée. Il est sorti, après. Il sort toujours après. J'ai quelques heures avant qu'il ne revienne. Le mot « après » flottait entre nous, lourd de tout ce que je ne disais pas. Julien a laissé le silence s'étirer. « Et si vous n'êtes pas là quand il rentre? » Mon rire était court, amer, sans la moindre once d'humour. Alors j'ai intérêt à avoir une très bonne histoire. J'ai fini de boutonner ma blouse, lissant le tissu avec des mains qui ne tremblaient que très légèrement. Quand je me suis finalement tourné vers lui, mon expression était redevenue impénétrable. Ce masque de survie était en place, comme une armure que je portais depuis si longtemps qu'elle était devenue une seconde peau. « Merci », ai-je dit, de ne pas avoir appelé la sécurité, de ne pas, je sais pas, j'ai violé votre intimité. Je comprends. Si vous devez me virer, je ne vais pas vous virer. J'ai cligné des yeux. Pardon? Vous aviez besoin d'un endroit sûr. Julien s'est levé du fauteuil, mais n'a pas bougé vers moi, gardant la même distance mesurée entre nous. Vous en avez trouvé un. Ce n'est pas un crime. Je l'ai regardé longtemps, mon front plissé comme si j'essayais de résoudre une équation qui n'avait aucun sens. Les gens ne me parlaient pas comme ça. Les gens n'offraient pas de grâce sans rien attendre en retour. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas à comprendre. Il a traversé la pièce jusqu'au petit bar près de la fenêtre et a versé un verre d'eau d'une carafe en cristal. Il l'a posé sur la table de chevet, assez près pour que je puisse l'atteindre, mais assez loin pour que je ne me sente pas piégé. Buvez quelque chose avant de partir. Vous avez pleuré pendant des heures. Vous êtes déshydraté. Ma main a tremblé en saisissant le verre. J'ai bu et Julien a observé ma gorge bouger. J'ai fermé les yeux un instant tandis que l'eau fraîche pénétrait mon système. Il a enregistré un autre morceau du puzzle qu'était cette femme qui avait trouvé son chemin dans son lit. Attendez, ici, je dois faire une pause. C'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis senti si perdu, complètement pris au dépourvu. Un homme comme Julien, le propriétaire de l'hôtel Wentworth Grand,
l'un des plus grands hôtels de luxe de Paris, qui me parle avec cette patience. Moi, une simple femme de chambre, avec un œil au beurre noir que j'essayais de cacher. Il aurait pu appeler la sécurité, me jeter à la rue sans préavis. N'importe qui l'aurait fait. Je me suis dit, c'est un piège. Il veut quelque chose. Personne ne fait ça sans arrière-pensée. Et pourtant, son regard, ses questions, je n'arrivais pas à décrypter ce qu'il attendait. C'était déroutant. À la maison avec Pierre, tout était si clair. Il criait, il frappait, je souffrais, puis il s'excusait. Je me sentais coupable. C'était un cycle que je connaissais par cœur. Mais Julien, lui, il brisait toutes les règles. Qu'est-ce que vous auriez pensé à ma place? Est-ce que ça vous serait arrivé d'être à ce point désorienté par la simple gentillesse d'un inconnu? Je crois que j'avais tellement l'habitude du pire que je ne savais plus reconnaître le reste. Bref, retour à nos moutons. Les jours qui ont suivi, il y en a eu 3, je crois, avant que je ne le revoie. Pour moi, c'était une succession de couloirs, de poussière, de serviettes à plier. Pour lui, je l'imagine bien, c'était des réunions secrètes, des appels téléphoniques, la gestion de son empire familial. Le monde était si différent. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à ma mère. Elle me disait toujours, avec cette lueur triste dans les yeux, « Fais attention aux hommes qui te promettent un ciel, Marie. Leurs étoiles sont souvent froides. » Elle parlait des marchands de Montmartre, mais maintenant, je comprenais que ces mots allaient bien au-delà. Le luxe de l'hôtel, la façade impeccable, les belles paroles de Pierre au début, tout ça, c'était le genre de promesse qui sonnait trop bien pour être vrai. Et la perfection n'existe pas. C'est la seule leçon que j'avais vraiment apprise, à mes dépens. Chaque matin, en me levant, je me demandais si j'allais croiser Julien. Et chaque matin, l'appréhension se mêlait à une étrange pointe de quoi? Curiosité? Je ne savais même plus. Je travaillais, la tête basse, les épaules serrées. Le poids de ma vie, de Pierre, pesait sur chaque pas. Il y a une nuit, il m'a retrouvé. Pas dans sa suite, non. J'étais trop intelligente pour refaire la même erreur. Cette fois, c'était dans le couloir de service du sous-sol, assise sur une caisse renversée, dans un coin où les caméras de sécurité n'arrivaient pas à me capter. Mes genoux remontés, mon visage enfoui dans mes bras. Je ne pleurais pas, j'étais juste là, respirant, existant dans le seul espace où personne ne pouvait me voir. Julien est sorti de l'ombre après un long moment. Vous avez trouvé l'angle mort. J'ai relevé la tête, mes yeux se sont élargis, puis sont devenus lasses, et enfin, après une longue pause d'évaluation, simplement fatigué. Il y a des angles morts partout, si on cherche bien. J'ai repoussé une mèche de cheveux de mon visage. La plupart des gens ne prennent juste pas la peine de regarder. Il a incliné la tête, reconnaissant la vérité. Ça vous dérange si je m'assois? Je l'ai regardé. Personne ne me demandait la permission pour quoi que ce soit. La question elle-même m'a semblé me confondre. Comme un mot dans une langue que j'avais autrefois parlé, mais que j'avais oublié. C'est votre hôtel. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Une autre longue pause. Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Il s'est baissé sur une caisse en face de moi, laissant plusieurs mètres d'espace entre nous. Le couloir était froid, il sentait légèrement le nettoyant industriel. Une lumière fluorescente vacillait au-dessus de nos têtes, projetant nos visages dans une alternance d'ombres et de lumière jaune maladive. « Vous n'avez pas dormi », a-t-il observé. « Vous non plus. » « C'est juste. » Il s'est appuyé contre le mur de béton. « J'ai des insomnies depuis que je suis gamin. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas dormir? » Je parcours l'immeuble, je vérifie les choses, je m'assure que tout est à sa place. « Et c'est le cas ce soir? » Julien a réfléchi à la question. « Non, a-t-il dit. Quelque chose ne va pas. » Mes mains se sont serrées sur mes genoux. « Écoutez, si c'est à propos de l'autre soir, ce n'est pas... Parce que je suis sérieuse, je ne remonterai pas là-haut.
Je ne... Marie. Sa voix était calme mais ferme. Ce n'est pas à propos de la chambre, c'est à propos de vous. Je me suis figé. À propos de moi, je veux savoir si vous allez bien et je veux dire réellement bien, pas la version que vous racontez à tout le monde pour qu'ils arrêtent de poser des questions. Le silence s'est étiré entre nous. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? C'était une vraie question. Pas hostile, pas suspicieuse, juste confuse. Comme si je ne pouvais sincèrement pas comprendre pourquoi un homme comme lui gaspillerait son temps avec une femme comme moi. Je ne suis pas sûr, a admis Julien. Peut-être que je suis juste fatigué de faire semblant de ne pas voir les choses. J'ai étudié son visage pendant un long moment. Ma mâchoire était serrée, mes yeux étaient méfiants, mais quelque part sous toute cette armure, quelque chose a vacillé. Je suis marié, ai-je dit finalement. Mon mari, j'ai arrêté, recommencé. Il n'est pas une mauvaise personne. Julien n'a rien dit. Je sais que ça semble fou après l'autre soir, mais il ne l'est pas. Il a un tempérament. Les choses dérapent parfois, mais ce n'est pas sa faute. Pas vraiment. Il est sous beaucoup de pression au travail et je sais que je ne rends pas toujours les choses plus faciles. Et parfois, je dis des choses qui le poussent à vous frapper. Les mots sont restés suspendus dans l'air. J'ai tressailli comme s'il m'avait giflé. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de la violence ou quoi que ce soit. Il perd juste le contrôle parfois. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il m'aime. Ma voix s'est brisée. Il m'aime et il est désolé à chaque fois, et il jure que ça n'arrivera plus. Et je le crois, je dois le croire. Julien a laissé mes mots s'installer. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, j'ai pressé le talon de mes mains contre mes yeux. Si je ne le crois pas, alors qu'est-ce que ça fait de moi? Une fille stupide qui a épousé un monstre. Une victime pathétique qui ne peut pas partir. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui je veux être. Alors, à la place, vous vous dites, c'est de ma faute. J'ai baissé mes mains. Mes yeux étaient rougis, mais aucune larme ne coulait. N'est-ce pas plus facile ainsi? Plus facile pour qui? Je n'ai pas répondu. Nous sommes restés silencieux un moment. La lumière fluorescente continuait de vaciller de façon arythmique. Quelque part au loin, un ascenseur de service a vrombi puis s'est arrêté. L'hôtel respirait autour de nous. Tous ses 47 étages, tous ses clients et son personnel et les secrets qu'il contenait, toutes ces vies qui se déroulaient derrière des portes closes. Ma mère aussi est restée, ai-je dit soudain. Ma voix était plus calme maintenant, plus douce, comme si je me parlais à moi-même autant qu'à lui. Avec mon père, il avait le même genre de tempérament. Elle arrangeait le désordre, mettait du maquillage, disait à tout le monde qu'elle était maladroite. Je la détestais pour ça. Julien n'a pas parlé. J'ai juré que je serais différente. J'étais tellement sûr que je ne finirais jamais comme elle. Un sourire amer a traversé mon visage. Drôle de façon de voir les choses. Vous n'êtes pas votre mère. Non, je l'ai regardée. Alors pourquoi suis-je assise dans un sous-sol à 2 heures du matin au lieu de rentrer chez moi? Parce qu'une partie de vous connaît la vérité. Et quelle vérité est-ce? Julien a soutenu mon regard. Que l'amour n'est pas censé laisser des bleus. Mon visage s'est froissé. Vous ne comprenez pas, ai-je murmuré. Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand nous nous sommes rencontrés, il était tout, gentil et drôle et attentionné. Il me faisait me sentir spécial. Il me faisait sentir que je comptais. Et puis, lentement, si lentement que je ne l'ai même pas remarqué, ça a commencé à changer. De petits commentaires au début, de petites critiques, et je pensais qu'il avait raison. Je pensais qu'il m'aidait à être meilleur. J'ai fait une pause. Au moment où c'est devenu ça, je ne savais plus comment partir. Je ne savais plus qui j'étais sans lui. Je ne sais toujours pas. C'est fait exprès. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Les gens comme votre mari, ils ne commencent pas par la violence. Ils commencent par l'amour.
Ils vous font avoir besoin d'eux avant de vous montrer ce qu'ils sont vraiment. Et au moment où vous le voyez, vous êtes tellement enlacé en eux que partir semble impossible. On dirait que vous avez déjà eu affaire à ça. J'ai eu affaire à beaucoup de choses. Je suis resté silencieuse un instant. Il m'a demandé en mariage dans un escalier, et je dis, le soir du réveillon, à la fête sur le toit de son ami, l'ascenseur était en panne, alors nous avons dû monter 12 étages. Nous rions tellement que nous pouvions à peine respirer. Et quand nous sommes arrivés au palier du 11e étage, il s'est juste arrêté, s'est mis à genoux là. Les feux d'artifice ont commencé à éclater dehors et il m'a regardé et m'a dit que j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Ma voix s'est brisée. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini de demander. J'étais si heureuse. Je pensais être la personne la plus chanceuse du monde. Et maintenant, j'ai fermé les yeux. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Julien s'est levé. La salle de pause du 12e étage. Il a dit, elle est censée être verrouillée entre minuit et 6 heures, mais la serrure est rochée depuis quelques semaines. Les caméras de sécurité tournent toutes les 20 minutes. Il y a une brèche entre 1h15 et 1h20. La pièce a un canapé. Pas le plus confortable, mais c'est calme. J'ai levé les yeux vers lui, la confusion traversant mon visage. Pourquoi me dites-vous ça? Julien a considéré la question. Parce que tout le monde mérite un endroit où il peut respirer, a-t-il dit, même si ce n'est que pour quelques minutes. Il s'est tourné et est parti, ses pas résonnant doucement dans le couloir vide. Derrière lui, je suis resté sur ma caisse, le regardant partir. Mon expression était prise entre la confusion et quelque chose qui, dans une autre vie, aurait pu être le début de l'espoir. Pendant les semaines suivantes, la vie de Pierre a commencé à s'effilocher. J'ai remarqué les changements. Comment ne pas le faire? Pierre rentrait plus tôt maintenant. Il buvait plus. Il arpentait l'appartement comme un animal en cage, pestant contre des conspirations, des trahisons, des ennemis qui essayaient de le détruire, un monde qui s'était retourné contre lui sans raison. Sa colère, toujours latente, a commencé à éclater de nouvelles façons. Il m'accusait de travailler avec ses ennemis, de l'espionner, de vouloir le quitter juste au moment où il avait le plus besoin de moi. Je niais tout, j'essayais de l'apaiser, de le calmer, d'être la femme parfaite qu'il exigeait. Ce n'était pas suffisant, jamais suffisant. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir de fin avril. Je suis arrivé au travail avec la lèvre fendue et une histoire de porte de placard. Julien m'a vu dans le hall. Nos regards se sont croisés juste un instant, assez longtemps pour qu'il voie la peur, l'épuisement, la supplique silencieuse pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Il n'a rien dit, il est passé devant moi sans un mot. Mais cette nuit-là, je sais qu'il a passé un appel. Je l'ai appris bien plus tard, par Margaret, ma chef d'équipe. Elle, qui connaissait bien l'hôtel Wentworth Grand, ses secrets et un peu les miens. Un jour, en prenant un café, elle m'a raconté qu'une certaine Sophie, une ancienne employée qui était partie en catastrophe, avait fini par se confier à M. Wentworth lui-même au sujet d'un ex-petit ami violent, un certain Pierre Calloway. Apparemment, elle l'avait appelé pour je ne sais quelle raison. Margaret pensait que c'était le hasard, mais moi, maintenant, je sais que ce n'est jamais le hasard avec des gens comme Julien. Il a dû entendre parler de Sophie, de son histoire avec Pierre, et c'est ce qui l'a mis sur la piste. Il ne laisse rien passer, même ce genre de détails. Une autre nuit, je me suis retrouvé dans l'escalier de service, entre le 8e et le 9e étage. J'étais assise sur les marches, le dos contre le mur, mon téléphone à la main, des larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Julien s'est approché. Je l'ai senti, je ne sais pas comment. Avez-vous déjà pensé à qui vous seriez si les choses avaient tourné différemment? Ma voix l'a arrêté alors qu'il s'apprêtait à me laisser seul. J'ai continué, la voix lointaine. J'avais tous ces projets avant Pierre. Voyager, voir le monde. J'avais une liste d'endroits où je voulais aller. Tokyo, Paris, Barcelone. J'économisais sur chaque paye.
J'avais un pot dans mon placard avec des petites bouts de papier, chacun avec une ville écrite dessus. J'allais en tirer un au hasard et juste partir. J'ai fait une pause. Pierre a trouvé le pot quelques mois après notre mariage. Il a dit que c'était stupide. Il a dit que nous avions des responsabilités maintenant, des choses d'adultes dont il fallait s'inquiéter. Il a jeté le pot. Julien s'est assis sur la marche en dessous de moi, gardant une distance prudente. Qu'était-ce devenu l'argent? Compte joint. J'ai souri, mais il n'y avait aucun humour. Pour les urgences, il a dit que nous devions être pratiques, et j'ai accepté. Je voulais le rendre heureux. Je voulais être une bonne épouse. J'ai secoué la tête. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être à la hauteur. Vous avez toujours été à la hauteur. Je l'ai regardé d'un air vif. Vous ne savez rien de ça. Je sais qu'aucune quantité de perfection n'aurait changé qui il est. Je sais que les règles du jeu changeaient chaque fois que vous pensiez avoir compris les règles. Je sais que rien de ce que vous auriez pu faire de différent ne l'aurait poussé à vous traiter avec le respect que vous méritez. Mon visage s'est froissé. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est ma faute? Parce qu'il vous a appris à le croire. Parce que c'est comme ça que le contrôle fonctionne. Il réécrit la réalité jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir de ce qui était vrai avant. Je suis resté silencieuse un long moment. Je n'arrête pas de penser à partir. Ai-je murmuré. Chaque nuit, quand je ne peux pas dormir, je suis là, allongé, et j'imagine faire ma valise, sortir par la porte, ne jamais regarder en arrière. Mais chaque fois que j'essaie vraiment de le faire, je me fige. C'est comme s'il y avait un mur dans ma tête, comme si quelque chose me tirait en arrière. C'est normal. Je l'ai regardé d'un air vif. Normal. Quitter quelqu'un comme Pierre est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Les liens psychologiques sont compliqués. La peur est réelle. Les obstacles pratiques sont accablants. Le fait que vous ne soyez pas parti ne vous rend pas faible. Ça vous rend humaine. Ma mère n'est jamais partie. Elle est restée jusqu'à la mort de mon père. Crise cardiaque quand j'avais 22 ans. Ma voix était neutre. Après l'enterrement, elle m'a dit qu'elle avait prévu de le quitter depuis des années, mais elle a continué à attendre le bon moment et il n'est jamais venu. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Je ne veux pas me réveiller dans 20 ans et réaliser que j'ai passé toute ma vie à attendre. Alors ne le faites pas. Ce n'est pas si simple. Non, a acquiescé Julien. Ça ne l'est pas. Mais c'est possible. Pas aujourd'hui, peut-être. Pas demain, mais éventuellement, quand vous serez prête. Et si je ne suis jamais prête? Julien a considéré la question. Alors vous trouvez d'autres façons de survivre. Vous vous ménagez des moments de paix où vous le pouvez. Vous protégez les parties de vous qu'il ne peut pas toucher. Et peut-être qu'un jour quelque chose change. Quelque chose en vous ou en dehors de vous. Et la porte qui semblait impossible à ouvrir est soudainement là. Je l'ai regardé. Vous faites que ça semble simple. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas non plus aussi compliqué qu'il veut vous le faire croire. Il a fait une pause. Le plus dur n'est pas de partir. Le plus dur est de vous donner la permission de vouloir quelque chose de différent. Mes yeux brillaient de larmes non versées. Et quand vous obtenez cette permission, vous franchissez la porte, a dit Julien doucement. Et vous ne regardez pas en arrière. Le moment est arrivé en mars, pas avec fracas, mais avec un murmure. Un coup de téléphone que Pierre a reçu un mardi matin, l'informant que l'enquête fédérale sur sa société avait été étendue pour inclure ses dossiers financiers personnels. Il n'était pas l'arrêté. Il n'était pas inculpé. Mais son nom faisait désormais partie d'une enquête officielle. Et dans le monde de Pierre, où l'image était tout, c'était presque pire. J'ai vu les changements chez lui. Il venait moins au travail. Son manager lui a imposé un congé administratif en attendant le résultat de l'enquête. Une façon polie de dire qu'il n'était plus le bienvenu au bureau. La voiture, la BMW de location, a été reprise début avril. L'abonnement à la salle de sport a expiré. L'image soigneusement construite de succès que Pierre avait passé une décennie à bâtir a commencé à s'effondrer sous le poids de la suspicion,
des rumeurs et de la peur. Sa colère, toujours latente, a commencé à bouillir de nouvelles manières. Un soir de fin avril, le point de rupture. Pierre m'a frappé à la côte. C'était la première fois que ça arrivait là, où personne ne pouvait voir. J'étais sidéré. C'est un vendredi soir de mai que j'ai appelé l'écoute téléphonique. Je ne savais pas que mon nom avait été donné à l'avance. Je ne savais pas que la femme qui a répondu avait été briefée sur ma situation. Je savais seulement que j'avais composé le numéro sur une carte que j'avais trouvée glissée dans le coussin du canapé de la salle de pause. Une carte qui n'était pas là la veille. La femme au téléphone était gentille. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps. Elle n'a pas demandé ce qui m'avait finalement poussé à appeler. Elle m'a simplement demandé ce dont j'avais besoin. Et quand j'ai dit « je ne sais pas », je n'en peux juste plus, elle a dit « c'est suffisant. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Nous allons trouver le reste ensemble. » L'abri était un endroit discret à Versailles. Ça ressemblait à une maison ordinaire, un peu usée, un peu à l'étroit, mais propre et chaleureuse, et pleine de l'odeur de quelque chose qui cuisinait. Je suis arrivé avec un seul sac et les vêtements que je portais. J'ai dormi pendant 14 heures la première nuit. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé une tasse de thé sur la table de chevet et un mot qui disait « Prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation ici. » Je ne suis pas retourné à l'hôtel, j'ai appelé ma superviseure, Margaret, et j'ai démissionné m'excusant pour le préavis court, proposant de renoncer à mon dernier chèque de paie. Margaret, une femme qui travaillait au Wentworth Grind depuis 20 ans, m'a dit de ne pas être ridicule. Elle m'a dit que mon dernier chèque me serait envoyé à l'adresse que je fournirais. Elle m'a dit que si jamais j'avais besoin d'une référence, j'en avais une. J'ai pleuré en raccrochant. Je pleurais beaucoup ces derniers temps. Mais les larmes étaient différentes maintenant. Elles se sentaient comme quelque chose qui se lavait. La procédure de divorce a commencé en juin. Pierre a tout contesté. Chaque meuble, chaque compte bancaire, chaque détail de la vie que nous avions construite ensemble. Mais il était aussi en train de sombrer. L'enquête fédérale s'était de nouveau étendue. Son ancien employeur avait réglé discrètement avec le gouvernement. Mais la responsabilité personnelle de Pierre restait. Ses avocats étaient chers. Ses options étaient limitées. Sa rage, qui avait toujours été tournée vers moi, était maintenant tournée vers un monde qui refusait de lui donner ce qu'il croyait mériter. Il a engagé un avocat bon marché qui a déposé objection après objection. Mon avocat, fourni pro bono par le programme d'aide juridique de l'abri, était patient, méthodique, rigoureux. En septembre, c'était fini. Je suis sorti du palais de justice avec rien d'autre que ma liberté et un bout de papier qui disait que je n'étais plus lié à l'homme qui m'avait fait du mal. C'était le seul bout de papier qui avait jamais compté. J'ai déménagé dans une petite ville des Vosges. J'ai trouvé un emploi dans une chambre d'hôte, un tout petit endroit, rien à voir avec le Wentworth Grind, mais propre et calme et le mien. J'ai appris à faire du pain avec la propriétaire, une femme âgée nommée Astrid, qui ne posait aucune question et offrait des tasses de café sans fin. J'ai eu une carte de bibliothèque. J'ai adopté un chat, un tabby gris que j'ai nommé Fantôme à cause de la façon dont il apparaissait silencieusement à mes pieds chaque fois que j'étais triste. J'ai commencé à écrire dans un journal, juste quelques lignes au début, puis des pages, puis des carnets remplis de pensées que je ne m'étais jamais permise de penser, des sentiments que je ne m'étais jamais permis de ressentir. J'apprenais lentement à être une personne à nouveau. Un soir de fin octobre, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, pas de signature, juste une seule feuille de papier avec quelques mots tapés à l'encre noire. La salle de pause du 10e étage a été officiellement fermée pour rénovation. Le canapé a été déplacé au salon du personnel du 3e étage. La machine à café y est neuve. Quelqu'un a dit qu'elle faisait un excellent espresso. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. J'ai pensé à l'homme qui m'avait trouvé endormi dans son lit, qui m'avait parlé d'angles morts et de serrures cassées et de pièces où je pouvais respirer,
qui m'avait parlé comme si j'étais une personne quand j'avais oublié que j'en étais une. J'ai pensé à toutes les petites choses qui avaient semblé bouger autour de moi pendant ces derniers mois. Des changements d'horaire qui me donnaient le temps de me reposer, la carte glissée dans le coussin du canapé, la façon dont certains problèmes semblaient se résoudre sans explication. Je ne lui avais jamais demandé d'aide. Il n'en avait jamais offert. Mais d'une manière ou d'une autre, dans les espaces entre les mots, quelque chose était passé entre nous. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée dans mon journal. Puis j'ai mis mon manteau et je suis allé me promener dans l'air d'automne. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop. Parfois, je me dis que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que c'était le début de tout. Probablement un peu des deux. La vie, c'est comme ça, non? Rien n'est jamais vraiment noir ou blanc. Rien n'est parfait. Mais ça va. Je suis là. Je respire. Et c'est déjà beaucoup.